Alors, une petite mise en contexte. Donc, évidemment, je vais vous parler du climat, mais bon, on en est venu à parler du climat dans les écoles suite à des façons de trouver des moyens de mieux vivre ensemble pour qu'il y ait moins de violence ou d'intimidation. Au Québec, on appelle ça de l'intimidation. Moi, je préfère votre terme qui est le harcèlement, je trouve plus clair. Donc, l'école, c'est une micro-société. Les enfants y apprennent à vivre. Bien sûr, ils apprennent aussi des connaissances. Mais il n'y a pas que les enfants dans l'école. Pour nous, je vais dire école, mais c'est autant pour le primaire que pour le secondaire. Je ne vais pas dire école et établissement, donc je vais dire école. Il y a aussi des adultes qui y vivent. Il y a des relations qui s'y passent. L'aspect relationnel n'est pas seulement entre les enfants. Et tout ça fait en sorte que c'est important de considérer l'école comme une micro-société. C'est un milieu de vie important pour les élèves, mais c'est aussi un milieu de vie important pour les adultes qui passent aussi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Même, il y en a qui travaillent les samedis et les dimanches, comme on dit. Donc, on a d'abord envisagé la question sur le plan de la prévention de la violence et du harcèlement. Mais ce que je voudrais, s'il y avait un message à passer dans la première partie de la présentation, ce serait vraiment de penser à la nécessité de mobiliser tout le monde dans la création d'un climat scolaire positif. Quand on dit tout le monde, c'est vraiment toutes les personnes qui sont sous le toit de l'école. Alors, les composantes de l'environnement socio-éducatif de Michel Janot, c'est un modèle, je vais passer très rapidement les modèles, je sais que vous les avez vus, que vous les connaissez. Donc, quand on parle d'environnement socio-éducatif, bon, évidemment, plusieurs composantes, on parle, bon, c'est composé de pratiques éducatives, des problèmes scolaires et sociaux, et notamment le climat scolaire. Et on voit le climat scolaire qui se décline en plusieurs catégories. On parle d'environnement physique, organisationnel, des conditions socio-économiques et aussi des caractéristiques des élèves et des intervenants. Michel Janot, dans son modèle, parlait d'un sentiment de sécurité, sentiment de justice. L'aspect relationnel était aussi important. Et au centre, on voit dans son modèle le climat d'appartenance. Donc, en fait, c'est un amalgame un enfant ou un adolescent qui se sent bien à l'école, a envie d'y être, il sent qu'il appartient à un milieu. Et quand il y appartient, il se sent appartenir à un milieu, il a envie d'investir et de rester et de persévérer. Donc, c'est un modèle que je sais que vous connaissez. C'est un modèle avec lequel j'ai aussi travaillé quand on a confectionné nos questionnaires pour le monitorage national au Québec. Un autre modèle que vous connaissez peut-être aussi, un avec lequel je travaille beaucoup, et mes étudiants travaillent beaucoup avec ce modèle-là aussi, c'est le modèle de victimisation à l'école de Ben-Benechie et Astor. J'aime beaucoup ce modèle-là parce qu'il place l'école au centre des solutions, au centre du problème. L'école peut avoir des facteurs de risque qui fait en sorte que bon, l'organisation, les règlements trop sévères, l'organisation physique, les contraintes, les difficultés relationnelles entre les enfants et les adultes, tout ça fait en sorte qu'un jeune peut ne pas aimer venir à l'école et peut faire en sorte aussi qu'il y a plus ou moins de victimisation dans une école. Donc, dans ce modèle-là, au centre, Ben-Benechie et Astor parlent du support social qui est important à l'école, donc des pairs et du personnel, le climat, évidemment, les politiques, la façon qu'ont les enseignants de donner leur matière ou d'être avec les enfants et les adolescents et les différents types d'activités. Et tout ça fait en sorte que dans certains établissements où il y a une série de facteurs de protection, qu'on va les appeler comme ça, il y a moins de victimisation et quand ça se produit, bien, ça se règle plus rapidement. Donc, j'aime beaucoup ce modèle-là parce que je trouve qu'il redonne le pouvoir à l'école. On dit parfois, on entend parfois, bon, les enfants nous arrivent avec un bagage familial, si on n'a pas le support, si on n'a pas la collaboration des parents, on ne peut rien faire avec les enfants. Tout ça. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est sûr que c'est mieux de travailler avec les parents. Par contre, pour plusieurs enfants, l'école est un milieu vraiment sécurisant parce qu'ils peuvent y retrouver auprès des adultes qui sont à l'école, donc vous, ils peuvent satisfaire leurs besoins qu'ils peuvent ne pas arriver à satisfaire à la maison.
Donc, je pense que l'école peut vraiment être importante dans la vie d'un enfant. Quand on se rappelle, quand nous, on était sur les bancs d'école, on se rappelle des personnes qui ont été importantes pour nous quand on était enfant. Et je suis certaine que c'est la même chose pour vous aussi. Alors, on n'oublie jamais notre vécu d'écolier. Un autre modèle, en fait, ce sont des dimensions du climat scolaire. Vous pouvez retrouver ces dimensions-là sur le site du National School Climate Center. C'est le modèle de Jonathan Cohen et ses collègues. J'aime bien ce modèle-là parce qu'il définit diverses dimensions du climat scolaire et ça donne des pistes pour travailler là-dessus. Donc, il parle des règles et des normes, de la sécurité physique. Il parle de sécurité socio-émotionnelle. Alors, c'est un terme que j'aime bien parce que quand on parle de sécurité physique, c'est quelque chose, mais de se sentir bien, de se sentir en sécurité, de se sentir apprécié, équilibré. Alors, ça a un rapport avec la santé, une bonne santé mentale. Le soutien des apprentissages sociaux et le sens civique. Alors, il ajoute aussi cette couleur-là. Le respect de la diversité, le soutien social des adultes et entre élèves. Et il met aussi une caractéristique d'attachement et d'engagement des élèves envers leur école. Le concept d'attachement, c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus et qu'on essaie de travailler. Et c'est très, très connexe avec l'engagement des enfants. L'environnement physique. Et bien sûr, une direction qui communique clairement une vision disponible et attentive à son personnel. Et enfin, les relations professionnelles, les attitudes positives entre le personnel qui s'engage à collaborer et à développer ensemble de nouvelles connaissances. Alors, cette notion d'engagement, je vais y revenir tout à l'heure parce que c'est ce qui est de plus difficile dans un établissement, de mobiliser les troupes autour des valeurs communes, autour d'interventions semblables et de les maintenir dans le temps parce qu'on est tous des individus différents et on a des valeurs différentes, mais c'est de se trouver des points communs pour travailler tous ensemble dans la même voie. Alors, tout à l'heure, on a parlé qu'au Québec, on a un monitorage national. Maintenant, mon équipe de recherche effectue ce monitorage national-là depuis 2013. L'année dernière, on a publié un rapport sur 2 temps de mesure, la fameuse question est-ce que la violence rampire dans les écoles? Est-ce que les enfants sont plus violents qu'ils l'étaient? Est-ce que les écoles sont des endroits dangereux, comme le laissent penser les médias? Alors, je vous présente seulement que, pour l'instant, la partie sur la perception du climat. Alors, ce qu'on a demandé, c'est aux enfants, aux élèves du primaire, du secondaire, au personnel scolaire, aux directions d'établissement et aussi un projet pilote aux parents, la perception qu'ils avaient de leur école. Alors, ce que ça a donné, vous voyez, entre 2013 et 2015, je vais parler des chiffres de 2015 parce que ça n'a pas bougé. Alors, au niveau du climat scolaire, il était déjà plutôt bon à très bon déjà en 2013 et 2 ans plus tard, c'était aussi une perception de plutôt bonne à très bonne pour les élèves du primaire et du secondaire. On parle d'attachement au milieu, on parle de justice, de relations interpersonnelles, de soutien et de sécurité. Si on va voir du côté, en haut, les chiffres, c'est le nombre de répondants pour les écoles qui ont répondu aux 2 temps de mesure. Au niveau du personnel scolaire, alors vous voyez, le climat scolaire, c'est encore plutôt bon et très bon. Alors, on a mesuré, pour le personnel scolaire, on a posé des questions sur leur perception du leadership de leur établissement, sur les politiques qu'il y avait dans l'école, sur l'aspect relationnel entre les enfants, avec les enfants et aussi avec leurs collègues, et aussi s'ils se sentaient en sécurité. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que le niveau de sécurité exprimé par le personnel dans les écoles, c'est quand même assez élevé. Ensuite, au niveau relationnel, c'est encore bon. Au niveau des politiques éducatives, il y a des petites différences, mais elles ne sont pas significatives. Okay? Quand on parle que c'est entre plutôt bon et très bon, c'est vraiment là où il faut interpréter les résultats. Le petit L montre ici que le personnel du secondaire se sent un peu plus en sécurité en 2015 qu'il ne le se sentait en 2013. Alors, c'est une légère amélioration. C'était déjà très bon. Si on regarde les parents,
Alors, les parents n'étaient jamais invités à participer à des enquêtes de cet ordre-là. Maintenant, pour la 3e fois, on les a interrogés parce que présentement, on est en train de passer une 3e collecte de données. Les parents du primaire et les parents du secondaire ont répondu à des questions sur la collaboration. Est-ce qu'ils trouvaient qu'ils collaboraient bien avec l'école? Est-ce qu'ils trouvaient qu'ils étaient bien accueillis à l'école? Est-ce qu'ils trouvaient qu'il y avait du soutien? Alors, c'est plutôt bon, très bon des deux côtés. Le sentiment de justice, que l'école ait des règlements justes. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est appliqué équitablement? Alors, c'est plutôt bon et très bon. L'aspect relationnel, c'était dans ce qui était le côté le plus fort, dont les parents trouvent que, oui, les enfants à l'école ont des amis, les contacts sont bons. Et enfin, la sécurité. Alors, c'est encore, les parents croient aussi que les enfants sont en sécurité dans les écoles. Alors, on est très loin des dangereuses écoles du Québec, du moins. Puis, je sais, pour avoir vu les chiffres sidérés de Barbieux en France, le climat scolaire est quand même très bon hein, quand c'est mesuré sur un grand échantillon. Donc, pas d'inquiétude. Et quand on est dans les écoles, vous savez, vous aussi, quand on est dans les écoles, puis on entend les médias donner des nouvelles sur, bon, comme si c'était extrêmement dangereux dans les écoles, on le sait, nous, qu'est-ce qui se passe dans les écoles. Ça n'empêche pas qu'il y a des problèmes puis qu'il faut les régler, mais c'est pas dramatique. Au niveau des directions d'établissement, on a aussi posé des questions. Alors, les directions d'établissement, qu'ils soient au primaire ou au secondaire, ont été questionnées sur les pratiques éducatives, les politiques et la gestion scolaire, l'aspect relationnel et de soutien, puis l'aspect de la sécurité. Alors, voyez-vous, c'est très élevé. Je dirais même que c'est un peu plus élevé que la perception des élèves, la perception du personnel scolaire et la perception des parents. Donc, on semble dire que les directions d'établissement trouvent que ça va plutôt bien au niveau du climat dans les écoles au Québec. Et je dis au Québec, mais c'est aussi la tendance qui ressort dans les études internationales au niveau du climat. Alors moi, j'aimerais vous amener un peu plus spécialement sur le climat relationnel d'un établissement d'enseignement. Pourquoi c'est important c'est sûr, bon, les autres climats de justice, de sécurité, on en a déjà parlé beaucoup, la sécurité, mais pourquoi le climat relationnel, c'est important? Tout à l'heure, on a dit que, bon, c'est important de se sentir bien, les émotions, c'est pas très loin des apprentissages. Quand on ne tient pas compte de l'aspect émotionnel qui est impliqué dans les apprentissages, on risque de manquer un peu le bateau pour accompagner les enfants et les adolescents. Donc, dans un établissement, il y a du monde, hein? Voyez-vous, les petits bonhommes, des fois même, il y en a plus, mais bon, il y a une direction, il y a des directions, il y a des enfants, il y a des enseignants, il y a des parents et il y a des groupes de collègues. Et il y en a même plus que ça, ceux qui entrent, ceux qui sortent, les conducteurs d'autobus, les partenaires, il y a beaucoup de monde. Et toutes ces personnes-là entrent toutes en relation. Et les enfants et les adolescents voient vivre ces personnes-là. Donc, ils nous voient vivre. Et ils apprennent beaucoup dans leur comportement de nous voir agir, nous. Vous savez très bien qu'ils font un peu ce qu'on leur dit, mais ils font beaucoup ce qu'on fait. Alors, dans un établissement scolaire, voyez-vous, je dis un peu, des fois c'est comme du spaghetti, l'ensemble des relations, parce qu'on est habitué de travailler les relations entre les élèves, mais il faut dépasser ça si on veut vraiment changer les choses, parce que on fait beaucoup la même chose qu'on a déjà fait depuis des années et ça ne change pas. Donc, il faut qu'on aille voir ailleurs. Peut-être qu'on pourrait se regarder, nous, un peu comme adultes, pour voir quels sont les messages qu'on passe aux enfants, même avec notre bonne volonté. Donc, pourquoi c'est important de s'occuper du climat relationnel? Parce que c'est en lien, il y a plusieurs études qui ont établi des liens entre l'aspect relationnel et la réussite académique et la persévérance et la diplomation. Parce que quand on est dans une école, quand on est jeune, au primaire, au secondaire, qu'on apprend avec le personnel qui nous accompagne à devenir des adultes relationnels, on se retrouve dans un milieu de travail où on devient des collègues relationnels et ensuite on devient parents et on va devenir les parents qui allons travailler avec les écoles de nos enfants. Alors,
C'est bien heureux si on arrive à travailler les relations déjà très très jeunes parce que ça va nous rattraper plus tard. Alors, des relations positives entre les élèves, ça favorise les apprentissages scolaires, la collaboration, l'entraide, le sentiment d'appartenance, le plaisir de venir en classe. Au Québec, en 2015, on a posé deux questions aux enfants et aux adolescents. Est-ce que tu as des amis à l'école? Et est-ce que les relations entre les élèves sont bonnes à l'école selon toi? Au primaire, 96% et au secondaire aussi, on dit qu'il y avait des amis à l'école. Donc, ils viennent principalement pour voir leurs amis. Les relations entre les élèves, est-ce qu'ils sont perçus bonnes à l'école? C'est aussi les mêmes pourcentages. Ils perçoivent les relations bonnes à l'école. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chicane, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, mais c'est assez positif. Par contre, on regarde qu'il y a 4% des enfants du primaire, 4% et 16% qui disent, 4% qui disent qu'ils n'ont pas d'amis et 16% qui disent que les relations sont moins bonnes à l'école. Donc, il y a aussi des enfants pour qui ça ne va pas bien. Si je regarde l'autre question qu'on a posée, quand je vois un ou des élèves s'en prendre à un autre, j'interviens ou je fais quelque chose. Au primaire, c'est 84% des jeunes qui disent qu'ils font quelque chose. En vieillissant, c'est moins cool d'aider les amis. Donc, ça chute un peu ça chute même pas mal à 68%. Et je ressens une forte envie d'aider lorsque je vois qu'une personne est bouleversée. Alors là, on questionnait pour voir l'empathie ou la sensibilité à l'autre. 91% des jeunes du primaire disent que oui, ils sentent une forte envie d'aider. Ça ne veut pas dire qu'ils le font. Il y a comme toutes sortes de barrières qui les empêchent, parfois même eux-mêmes, de se mettre en péril lorsqu'ils voient un copain qui est en train de se faire harceler. Et 82% qui se sentent affectés lorsqu'ils voient quelqu'un qui est bouleversé au secondaire. Ça veut dire que il y a quand même 16 et 32%, 16% au primaire et 32% au secondaire qui n'interviennent pas et qui ne ressentent pas d'émotion, de compassion envers une personne qui est bouleversée. Alors, ce sont des comportements qui s'apprennent, ce sont des habiletés qui se développent aussi beaucoup par la modélisation. Donc, ce sont des situations dans lesquelles on peut faire vivre des émotions aux enfants et aux adolescents. Si on regarde les relations négatives entre les élèves, maintenant, ça, on est habitué de parler de ça. Alors, on sait que les conséquences, ça entraîne la solitude, la dépression, l'isolement social, les faibles participations, l'absentéisme scolaire, les mauvais résultats scolaires, etc., etc. Au Québec, j'ai juste sorti quelques items où on a questionné les élèves du primaire et du secondaire pour donner une idée de qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup plus de questions qui ont été posées, mais ce sont les principales. Donc, ceux qui ont été traités de non, ceux qui ont été traités de fif-tapette, je ne sais pas si c'est les noms que vous occupez ici. Commencez ici. Tapette, on connaît, mais fif, c'est quoi? C'est tapette. Vous dites quoi, vous? Pédou. Oui, oui, on dit pédou aussi, c'est ça. Alors, ça commence dès la 3e année, à 2e, 3e année. Des parents me disaient, ouais, mais pourquoi vous posez ces questions-là dans le questionnaire à 4e année? Il est bien trop petit. Mais les enfants, ils savent que ça fait depuis première année, 2e année, quand je dis 6 ans, 7 ans, où ils entendent ces choses-là sans même savoir ce que ça veut dire. Mais ils savent que c'est pas agréable, mais ils savent pas trop ce que ça veut dire. Mais ils entendent de très très jeunes des mots comme ça. Alors, si on regarde, on serait porté à penser que c'est au secondaire que les enfants et les adolescents vivent plus de comportements négatifs comme ça. Mais c'est plutôt au primaire. Vous voyez les petites lignes bleues pâles? Donc, au primaire, les jeunes vivent plus, vivent plus de comportements négatifs de la part de leurs amis. Si je vous dis, de leurs amis, de leurs pères. Et si on regarde au niveau d'Internet, parce que Internet, bon, maintenant, ça fait partie de la vie des enfants, c'est pas vrai que c'est un fléau, dans le sens que c'est pas vrai qu'il y ait un gros pourcentage d'élèves qui vivent du harcèlement ou des épisodes vraiment très négatifs sur le web. Par contre, quand ça arrive, ça peut être grave. Il ne faut pas mélanger le pourcentage de jeunes à qui ça arrive et la gravité quand ça arrive.
Alors, les médias ont tendance à nous faire croire qu'il y a énormément de jeunes qui vivent ça, mais les jeunes nous disent non, non, on ne vit pas ça. Je connais du monde qui en ont vécu, mais ce n'est pas un énorme pourcentage. Dans les écoles, il y a un beau travail qui s'est fait sur des ateliers sur l'éducation à la cyber-citoyenneté. Et finalement, le web, c'est un autre contexte parce que les enfants quand ils apprennent à régler leurs conflits de façon pacifique et positive, ils ne sont pas différents sur le web. Alors, pour améliorer le climat scolaire, on intervient surtout sur les relations entre les élèves. Là, on va aller voir autre chose. Il y a aussi des relations négatives entre les adultes à l'école. Ça vous dit quelque chose? On n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. L'enquête qu'on a menée, alors, on a demandé aux gens, est-ce que, ça vous arrive d'être victime d'actions détournées pour vous faire exclure des groupes de collègues? Il y a une réunion, on lui a pas dit, c'est pas arrivé une fois, c'est arrivé 5 fois. Okay? On a changé de local, on lui a pas dit. Des insultes et des sacs on dit des jurons, des propos humiliants et des menaces, des propos à connotation sexuelle, des agressions physiques. Il y a nous, au Québec, on dit parler dans le dos, donc dire des commentaires par en arrière quand la personne n'est pas là. Pour le personnel du primaire, ça arrive quand même dans 6% des cas qui nous ont dit qu'elle a subi des actions détournées pour se faire exclure du groupe de collègues. Et au secondaire, 4,8%, au moins une fois. Si je regarde les menaces, on a une petite amélioration depuis entre 2013 et 2000. Là, vous devriez voir 2013-2015. OK? Le chiffre n'est pas là. Je ne sais pas ce qui est passé. Alors, d'autres choses, des relations négatives entre adultes à l'école, mais des parents envers les enseignants ou le personnel. Quand on dit le personnel, c'est tout le personnel. Quand on n'a pas juste interrogé les enseignants, ce qui est dans la littérature, on a presque seulement les enseignants qu'on interroge d'habitude. Nous autres, c'était vraiment toutes les personnes qui vivent et qui interviennent dans l'école qui voulaient répondre au questionnaire. Donc, 8% aux primaires qui disaient qu'ils avaient été victimes de jurons et d'insultes de la part de parents en 2013 et 10% au secondaire. Si je regarde les messages injurieux par courriel, à 3% et 4%, puis des agressions physiques, c'est très, très rare. Donc, des relations négatives entre adultes à l'école, mais c'est pas juste à l'école, c'est tous les milieux de travail. Dans un milieu de travail, ça regroupe des humains qui ont des relations interpersonnelles ensemble et est-ce qu'ils ont appris à gérer ça positivement quand ils allaient à l'école, quand ils étaient gamins? On revient encore à la même chose, OK? Alors, si nous, on ne le fait pas avec les jeunes à l'école, la fameuse socialisation, ils vont devenir comme des adultes dans leur milieu de travail avec des habiletés qu'ils n'auront pas développées. Donc, les situations difficiles les plus rapportées entre collègues, le non-respect et la violence entre collègues, ça c'est une autre étude, je trouve ça intéressant de vous la mettre ici, le manque de politesse et de souci de l'autre entre collègues, le manque de solidarité et des conduites déloyales, et la médisance et le commérage. Ce sont les choses que l'autre auteur a retrouvées. Ça vous fait des images? Des petites images? OK. Alors, des conditions favorables pour développer des saines habitudes de vie relationnelle entre adultes à l'école. Donc, on s'occupe beaucoup des élèves. Maintenant, on va regarder comment on peut s'occuper de nous, les adultes. Alors, des conditions favorables, vous voyez, on a repris le sentiment de justice. Alors, procédures administratives qui sont claires et concertées, qui suscitent l'engagement professionnel. Si le climat est perçu sécuritaire, on parle aussi de sécurité socio-émotionnelle. Donc, la prévention et la gestion rapide des situations problématiques vécues à l'école. Il n'y a rien de pire. Le temps n'arrange pas tout. Alors, quand il y a des conflits, le temps contribue souvent à envenimer les situations entre les individus. Donc, on suggère d'intervenir rapidement
Le leadership positif de la direction, évidemment. Alors, l'engagement de la direction dans le milieu, l'offre de soutien au personnel. Le personnel apprécie les directions qui sont là, qui sont présentes, qui les remontent, qui leur remontent le moral là, quand on est peut-être au mois de novembre où le moral est plus bas. Là. Alors, une direction qui travaille en concertation et qui a une formation adéquate en gestion du personnel. Parce que c'est tout un travail de gestion du personnel que vous avez à faire, les directions ici. La planification du temps collaboratif. Alors, la collaboration, c'est réputé comme étant un facteur de protection dans les écoles où ça va bien. Par contre, on me dit que les gens n'ont pas le temps de collaborer. Ils n'ont pas le temps. C'est sûr, ça va plus vite quand on travaille tout seul. Puis, il n'y a pas de moment. Donc, il n'y a pas de temps libéré pour travailler en équipe. Un jour, j'étais dans une école et l'enseignante, je faisais une enquête sur les pratiques collaboratives. Et l'enseignante qui me dit, écoute, elle dit, moi, là, dans mon agenda, j'ai tellement de réunions, là, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, ma directrice, c'est une organisatrice, j'ai tellement de réunions, elle dit, je ne sais plus où les mettre. Mais je dis, est-ce que ça donne quelque chose? Elle dit, tout le monde veut venir travailler à l'école ici parce qu'on a du temps libéré, on a du temps où on se rencontre. Et dans la cour de récréation, dans les corridors, ça va bien, on n'a pas d'ennui. Puis quand on en a un, on partage, puis on trouve des solutions ensemble. Donc, elle avait un agenda très, très organisé avec des rendez-vous, des rencontres, mais finalement, c'était quelque chose qui portait fruit et était capable de s'en rendre compte. Et enfin, le climat relationnel, entre collègues, exiger des relations respectueuses, polies, coopératives, en préservant la dignité de chacun. La dignité de chacun, c'est quelque chose, pas de façon malveillante, mais la dignité des individus de qui on parle, qu'ils ne sont pas là, ou bien la façon de s'adresser à une personne. Quand on parle à cette personne-là, il y a d'autres personnes qui entendent. Donc, on parle rarement juste à une personne dans un établissement ou dans un milieu. Il y a des gens qui écoutent, qui entendent, qui voient. OK. Alors, c'est la petite pause vidéo. J'ai pas de sous-titres, malheureusement, c'est pas sous-titré en français, c'est une petite vidéo québécoise. Vous me direz si vous avez compris. Non, vous allez comprendre. Si vous n'avez pas compris, vous me direz. Allons-y à la positive. Alors, un autre type de mauvaise relation, de relation négative. Est-ce que c'est juste dans nos écoles québécoises qu'on a des choses comme ça? Bon. Alors, les effets d'une intervention de ce type-là sur le climat de la classe. Alors, j'ai mis des petites bulles, des petits ronds. On a le jeune qui est ciblé. Il n'a pas l'air très, très heureux d'être là. C'est pas le bonheur. Il y a l'élève qui l'observe. L'observateur, il est dérangé, mais il se fait une opinion de cet élève-là. Et la petite fille qui est déconcentrée et qui n'ose pas trop regarder, on en a juste 3 là. Ils sont 22 autres dans la classe. Alors, le climat d'apprentissage n'est pas très sain, pas très bon. La dignité de l'enfant, je ne suis pas très sûre qu'elle a été préservée. Il n'y avait sans doute pas de volonté malveillante de l'intervenante, sauf que c'est ce que ça a donné. Maintenant, la collègue, est-ce qu'elle était d'accord avec l'intervention qu'elle a ramassée, on va le dire de même, hein? Elle a ramassé l'intervention. C'est un genre de situation qui arrive aussi lorsque il y a toutes sortes de raisons qui expliquent des comportements comme ça. Donc, quel message est envoyé aux élèves lorsque les adultes utilisent des comportements abusifs pour gérer les situations difficiles? Alors, on parle d'un comportement abusif dans le sens que, c'était pas le ton de la conversation, c'était pas une demande ferme, c'était le doigt et c'était, quelque chose qui était une intervention qui n'était pas souhaitable. Il y a différents termes dans la littérature qui décrivent les comportements négatifs des adultes envers les élèves. Je vous en parle un petit peu plus parce qu'on ne parle pas souvent de ça. Donc, il y en a des auteurs qui parlent de comportements de violence, de comportements d'agression, de mauvais traitement, de comportements abusifs, ou même, il y en a même qui appellent ça du bullying. Et
du harcèlement. À mon avis, c'est plus grave que ça parce que l'enfant est en situation, il est en devoir d'attendre de l'adulte qui l'éduque, qui lui donne, si c'est des sanctions, que ce soit qui lui montre la route et avec lesquelles ils doivent se sentir en sécurité. Alors, c'est une victimisation émotionnelle, physique, parfois même à connotation sexuelle, mais pas dans ce cas-ci. Donc, il y a quand même un consensus qui dit que ce sont des comportements nuisibles et improductifs qui vont à l'encontre de la mission d'école et du devoir de protection de tout adulte ayant la responsabilité d'enfants de moins de 18 ans. On utilise ici le terme de maltraitance, d'agression ou de négligence. Il y a un type d'intervention qui s'appelle l'ignorance intentionnelle. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, il y a de l'ignorance intentionnelle qui peut être positivement utilisée quand c'est bénin. Par contre, il y a de l'ignorance intentionnelle qui est vécue par du rejet ou de l'abandon par les enfants. Alors, l'attitude des adultes envers les élèves, les bonnes relations entre un adulte et un élève, ça favorise le climat d'apprentissage, la réussite et la persévérance scolaire, l'autorégulation des comportements, la collaboration et le soutien dans l'école. Alors, au Québec, encore avec notre enquête, il y a quand même 94% des élèves au primaire puis 90% au secondaire qui disent qu'ils ont des bonnes relations avec leurs enseignants. Il y a à peu près 10% avec qui c'est plus difficile. Les enseignants aident les élèves à bien réussir. C'est très bien perçu par les enfants et les adolescents, donc 97 et 91%. Et est-ce que, on demande aux enfants, est-ce que tu connais un adulte de confiance à qui parler à l'école? Ça, c'est un peu inquiétant. Donc, 88% des élèves au primaire qui en connaissent un et 76 au secondaire. C'est donc 12% des enfants au primaire et 24% au secondaire qui disent qu'il n'y a pas un adulte avec lequel ils peuvent parler à l'école s'il y a quelque chose qui se passe. Il peut y avoir des éducateurs, il peut y avoir des intervenants qui les rencontrent régulièrement, mais à ce moment-ci, c'est peut-être que c'est pas perçu comme un adulte de confiance à qui il peut vraiment parler. Vous savez, on dit depuis des années aux jeunes, si tu es harcelé, il faut que tu le dénonces, il faut que tu ailles le signaler. Il y a beaucoup d'adultes dans l'école et ils vont t'écouter. Par contre, il y a des enfants qui l'ont fait puis qui n'ont pas eu l'accueil. Et quand ils nous le disent, ils ne l'inventent pas. Et quand ils n'ont pas eu l'accueil une fois, qu'ils n'ont pas eu l'accueil deux fois, ils ne reviennent pas. Alors, on aura beau mettre toutes sortes de beaux programmes ou de belles méthodes dans l'école, si on ne regarde pas comment nous, on accueille les enfants, on risque de passer à côté de tous les programmes et toutes les autres interventions. Donc, les mauvais traitements des adultes à l'école, au Québec, dans notre enquête, donc, on a des regards méprisants, des cris, des jurons. Les enfants peuvent être ignorés quand ils sont ridiculisés ou insultés, donc l'adulte n'intervient pas. Ils peuvent être humiliés verbalement, ignorés quand ils se font menacer ou même quand ils se font battre, bousculés intentionnellement par un adulte ou encore frappés. Ce sont des pourcentages que les enfants ont dit au primaire. Au secondaire, c'est un peu plus fréquent. Donc, ce que les enfants nous disent le plus, ce sont les regards méprisants. C'est pas des mots, mais c'est des regards méprisants, puis ils se sentent rabaissés. Des cris, des sacs et des humiliations verbales. Il y a des punitions aussi qui peuvent être humiliantes. Peut-être qu'on a des souvenirs de ça quand on était enfant. Donc, au secondaire, c'est donc un élève sur 5 et au primaire, c'est un élève sur 7 qui dit vivre au moins une fois dans l'année ce type de comportement. Différence entre garçons et filles, très légère. Il y a une différence qui est significative au niveau sur le fait que les garçons au primaire disent qu'ils sont plus ignorés que les filles lorsqu'ils sont battus ou menacés. Bon, c'est culturel aussi, j'imagine, quand les petits gars se battent, les adultes, on intervient comme peut-être moins rapidement, c'est dans notre culture. C'est peut-être pas, c'est peut-être ça qu'ils ont déclaré. Dans les données, bon, alors ce qu'on a aussi, des analyses qu'on a faites rapidement, c'est dans une école où
les enfants, les adolescents disent qu'il y a plus de comportements négatifs des adultes envers les enfants. Il y a aussi plus de comportements négatifs entre élèves et il y a aussi plus de comportements d'agression des élèves envers le personnel scolaire. Donc, c'est une roue, tout ça. Ce sont toutes des relations qui font en sorte qu'on tisse ensemble le climat d'un établissement, le climat scolaire, le climat relationnel. Les conséquences, c'est qu'est-ce qui explique que les adultes agissent de cette façon-là? C'est-à-dire les conséquences, les problèmes d'attention chez les enfants, les concentrations, d'absentéisme. Ça véhicule des valeurs de domination et d'intolérance. Les adultes agissent comme ça. Ça nuit au climat scolaire. Ça marginalise les élèves qui sont ciblés. Ça insécurise les témoins. Quand un adulte intervient comme ça dans une classe, c'est pas juste l'élève qui est ciblé, qui est mal, c'est tout le monde, c'est tous les élèves. Et très souvent, les enfants parlent de ça en arrivant à la maison. À des facteurs explicatifs, au niveau professionnel, certains croient que c'est comme ça qu'il faut faire, que c'est comme ça que c'est la seule façon de parler à certains enfants. Donc, des croyances qui légitimisent ces techniques agressives disciplinaires. Un faible sentiment d'efficacité pour les personnes qui agissent de cette façon. Je ne parle pas d'une perte de patience une fois à l'autre. On parle des gens qui utilisent ce genre de comportement régulièrement. Un manque de compétences de gestion de classe. Donc, c'est souvent une absence ou un manque de formation. Ils ne savent pas comment gérer les comportements autrement. Au niveau personnel, c'est aussi des facteurs de stress, un vécu antérieur de victimes, des problèmes affectifs qu'ils ont de la difficulté à vivre eux-mêmes. Donc, c'est possible qu'on ait des collègues qui soient aussi en souffrance. Ce sont aussi des gens qu'on côtoie et qui contribuent à créer aussi le climat d'établissement. Donc, c'est une préoccupation éthique des relations, l'aspect relationnel des adultes envers les enfants, qu'on ne parle pas, dont on ne parle pas. Il faut vraiment qu'on commence à regarder ça. Et est-ce que vous avez déjà été témoin de ce type de comportement? Dans la place de Madame Mathilde, qui arrive puis qui ne sait pas trop quoi faire avec... c'est pas le comportement de l'enfant qui l'embête, j'ai l'impression, c'est plutôt le comportement de sa collègue. Mais est-ce qu'elle va faire quelque chose? C'est ça. Alors, les droits de l'enfant, la Convention internationale, je vous montre ça parce que c'est intéressant de reprendre ça avec des groupes de personnel, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de se centrer sur des documents comme ça. Donc, la Convention internationale des droits de l'enfant rappelle le devoir des adultes de l'école de protéger les enfants dont ils ont la garde contre toute forme de mauvais traitement, de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale. Ils doivent aussi veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant. Donc, on peut juste penser à certaines punitions, certaines sanctions qu'on voit. Est-ce que la dignité de chaque enfant est préservée? C'est souvent ce qui alimente la crise et qui déclenche quelque chose de plus important. Le regard des autres sur sa propre punition. Donc, quel message est envoyé aux élèves lorsque des adultes adoptent des comportements interdits sans recevoir de sanctions? Alors, eux, ils reçoivent des punitions quand ils agissent de cette façon-là et ils voient bien que les adultes ne reçoivent pas. Donc, comment se sent-on lorsqu'on voit un collègue ou une collègue intervenir de manière inappropriée envers un élève? Et comme adultes, avons-nous le devoir et le pouvoir d'agir pour que ces comportements ne se produisent pas? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, un maître est lui-même un enseignement. Chacun de ses gestes, de ses regards est une leçon. Prendre conscience de notre manière de communiquer, c'est déjà un premier pas pour instaurer un climat positif à l'école. Donc, notre langage verbal, peut-être 7% du message qui passe. Le langage non verbal passe beaucoup plus malgré nous. Donc, la respiration, la position, la gestuelle, le rythme, le thème, le volume, tout ça, fait en sorte que notre attitude envers les enfants, c'est 93% du message autour de ça qui pourrait passer. Alors,
Actuellement, au Québec, on parle beaucoup de la bienveillance. Je sais que c'est au niveau international aussi, le bien-être, la bienveillance. On est passé de la violence à l'école, le climat, la bienveillance, le bien-être à l'école. Donc, est-ce que ce ne serait pas une posture professionnelle à développer? Donc, la bienveillance d'un professeur constitue une posture professionnelle, selon Frasson, alliant la gentillesse et la fermeté. C'est pas du laxisme. C'est quelqu'un qui agit avec bienveillance, avec exigence. Elle est faite d'encouragement et de compréhension envers l'élève. Elle favorise les apprentissages. La bienveillance n'est pas naturelle, mais issue d'un apprentissage et d'un retour réflexif de l'adulte sur sa pratique. Il s'agit d'un travail quotidien pour rendre ce principe conscient. On a juste à parler de la bienveillance pour se regarder, puis pour avoir envie d'aider quelqu'un. Et quand on voit quelqu'un aider une autre personne, on dirait que ça s'attrape, c'est comme contagieux. L'adulte bienveillant à l'école, alors, il agit avec une autorité sécurisante, il prend soin d'élèves, il intervient avec calme, exigence et respect. Même s'il est ferme dans ses demandes, il est supportant ou il est soutenant et préserve la dignité de l'élève, peu importe son comportement. Il choisit la collaboration au lieu du rapport de force. Il favorise la confiance et fortifie la relation élève-adulte. Il suscite le désir d'apprendre et la fierté de réussir. Il envisage les erreurs des élèves comme des opportunités d'apprentissage scolaire ou social. Notre rapport à l'erreur. Comment on considère un enfant qui fait une erreur, que ce soit dans ses apprentissages ou dans son comportement? Est-ce qu'on se sert de cette occasion-là pour lui montrer comment agir? Est-ce qu'on lui dit « arrête de », mais est-ce qu'on lui dit « fais ça à place ». Alors, on est dans le « arrête de », « refais plus jamais ça », on est dans cette mentalité-là, alors que les jeunes ont besoin de comportements de changement, ils ont besoin de se faire dire « qu'est-ce qu'on veut, les adultes ». Ils savent ce qu'on veut pas, mais qu'est-ce qu'on veut, on prend pas toujours le temps de leur dire. C'est ce qu'on appelle les comportements attendus. Donc, ça s'enseigne les bons comportements. Les jeunes le devinent pas nécessairement. Permet aux élèves d'apprendre en corrigeant leurs erreurs sans se sentir diminués ou exclus. Alors, les pratiques d'évaluation, ça peut être vraiment diminuant, ça peut être vraiment humiliant pour des jeunes et ça peut aussi être une source de crise ou d'absentéisme. Ça donne de l'espoir, la bienveillance à l'école, dans les situations difficiles. Ça incite les élèves à agir à leur tour avec bienveillance envers les autres parce qu'ils nous voient faire. Quand les jeunes disent « mon professeur, il est gentil, elle est fine, elle était donc fine, je l'aimais donc », ça ne voulait pas dire qu'elle était molle, qu'elle n'avait pas de discipline. Et tout ça, ça fait que ça peut créer un climat de classe et d'école positif. Donc, on est dans l'attitude. Alors, très rapidement, je vais laisser le document. C'est un outil sur lequel on a travaillé. Nous autres, on appelle ça des outils. Alors, c'est un aide-mémoire, le résultat d'une recherche-action que j'ai menée avec un groupe de personnel scolaire et de direction d'établissement, où on a travaillé avec un petit outil réflexif pour une communication positive et bienveillante. Alors, ils sont des petits feuillets, ils ont ça dans leur bouquin pour s'aider à penser, à pratiquer la communication bienveillante. Et aussi, bon, ils ont travaillé sur du matériel. C'est pas facile d'être bienveillant puis d'être ferme puis de faire des attentes précises. On est comme une double posture. Donc, même c'est la méthode aidée, qui est l'intervention bienveillante, elle est calme, ferme, exigeante, supportante ou soutenante et préserve la dignité de l'élève. Ce sont des aides-mémoires et bon, les gens avec lesquels je travaille ont placé ça dans leur salle de prof pour s'aider, pour se faire penser à avoir une attitude bienveillante parce que c'est aussi payant et ça donne de meilleurs résultats. Donc, encourager les adultes de l'école à intervenir avec bienveillance, c'est toutes sortes de façons. Offrir de la formation, la gestion positive des comportements, la gestion du stress, mais aussi la formation sur la communication relationnelle des adultes à l'école. Porter attention aux messages qu'on véhicule, aux effets sur les enfants. Choisir des méthodes disciplinaires positives.
Développer un climat de confiance, on l'a dit, renforcer l'encadrement et s'engager dans un projet d'équipe, discuter les valeurs, développer un sentiment d'efficacité collective et agir de manière concertée. Alors, je t'ai fait une petite phrase, Liliane. Comment réinvestir dans votre pratique?